Un maître tend un livre, vous l'ouvrez. Il est vide. Pas une lettre, pas un mot, pas une trace. Et pourtant, il vous regarde, il vous contient. Dogen a dit « Tout est là ». Mais comment un livre sans mots peut-il contenir la vérité? Peut-être parce que ce que vous cherchez ne peut pas être écrit. Peut-être parce que les mots vous éloignent plus qu'ils ne vous rapprochent. Ce soir, vous n'allez pas apprendre, vous allez désapprendre. Bienvenue dans la parole du soir. Ici, nous explorons ce qui ne peut pas être dit. Et ce soir, nous ouvrons un livre que personne ne peut lire, mais que chacun porte en lui. L'enseignement le plus profond ne se dépose pas dans des phrases, il se révèle lorsque les phrases tombent. Les mots tracent des contours, mais toute forme est déjà une réduction. Nommer, c'est choisir, et choisir, c'est exclure. Ce que vous appelez compréhension est souvent une simplification rassurante. Dogen ne propose pas un livre vide pour provoquer le manque, mais pour dévoiler une plénitude que les mots recouvrent sans cesse. Vous cherchez des signes, des réponses, des explications, mais cette recherche elle-même agit comme un voile. Plus vous tentez de saisir, plus ce qui est essentiel vous échappe, non parce qu'il est caché, mais parce qu'il est trop proche pour être vu. Ce soir, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de laisser tomber ce qui encombre. Abandonner le besoin de comprendre, relâcher l'effort de saisir, suspendre le réflexe d'interpréter. Approcher l'indicible ne demande pas plus d'intelligence, mais moins d'agitation. Ce que vous êtes en train de chercher n'a jamais été absent. C'est le regard chargé de mots qui crée la distance. Et si, pour une fois, vous cessiez de chercher du sens, peut-être que quelque chose d'essentiel apparaîtrait, sans forme, sans langage, mais immédiatement reconnaissable. Le livre que personne n'ose ouvrir. Face à ce livre, quelque chose en vous recule avant même que vos mains ne bougent. Une hésitation presque imperceptible, comme si l'absence de mots était plus dérangeante que n'importe quel discours. Vous avez appris à lire des lettres, à suivre des lignes, à chercher un sens caché derrière des signes. Toute votre vie, on vous a entraîné à décoder, à interpréter, à comprendre. Alors lorsque Dogen tend ce livre silencieux, il ne vous donne pas un objet à lire, il vous confronte à une incapacité que vous n'aviez jamais remarquée. Ce n'est pas le livre qui est vide, c'est votre manière de lire qui est insuffisante. Vous savez lire ce qui est écrit, mais vous ne savez pas lire ce qui est là sans être écrit. Et c'est précisément cela qui fait peur. Parce que dans un livre rempli, vous pouvez vous cacher derrière les mots, vous pouvez analyser, juger, comparer, accepter ou rejeter. Mais face à un livre sans mots, il n'y a plus rien derrière quoi se dissimuler. Il ne reste que vous, face à ce qui est, sans médiation, sans filtre, sans distance. Une page blanche n'est pas une absence, c'est une présence sans contour. Elle ne vous impose rien, elle ne vous guide pas, elle ne vous contraint pas. Elle vous laisse face à une liberté que vous ne savez pas habiter. Alors vous projetez immédiatement. Vous dites vide, vous dites rien, vous dites inutile. Mais ces mots sont des réflexes, des tentatives de reprendre le contrôle. Vous nommez pour ne pas ressentir. Vous définissez pour ne pas être déstabilisé. Pourtant, ce livre n'a pas besoin d'être compris. Il demande à être rencontré. Et cette rencontre est impossible tant que vous cherchez quelque chose à y trouver. Le paradoxe est là. Plus vous cherchez un contenu, plus vous passez à côté de ce qui est offert. Regarder ce livre sans mots, c'est être confronté à une forme de nudité intérieure. Aucun concept ne vient structurer l'expérience. Aucune phrase ne vient orienter votre pensée. Le mental, habitué à se nourrir de formes, se retrouve sans prise. Et dans ce vide apparent, une agitation subtile commence à apparaître.
Des pensées surgissent, des jugements se forment, une impatience naît. Ce mouvement intérieur est la véritable écriture du livre. Ce que vous voyez n'est pas sur la page, mais en vous. Le livre devient alors un miroir d'une précision absolue. Il ne montre rien, et pourtant il révèle tout. Il ne contient pas un message, il révèle celui que vous portez déjà sans le savoir. Lire ce livre, ce n'est pas ajouter du sens, c'est voir ce qui surgit en l'absence de sens imposé. C'est découvrir que votre esprit ne supporte pas le silence et cherche immédiatement à le remplir. Chaque pensée qui apparaît est une tentative d'échapper à cette présence nue. Chaque interprétation est une fuite. Et plus vous observez, plus vous réalisez que ce que vous appeliez lecture n'était qu'une consommation de formes rassurantes. Ici, rien n'est donné à consommer. Tout est donné à voir, mais rien ne peut être saisi. Ce livre que personne n'ose ouvrir ne se refuse pas à vous. C'est vous qui vous en détournez sans le savoir. Vous l'ouvrez physiquement, mais intérieurement vous le refermez aussitôt en projetant des idées, en cherchant des réponses, en voulant comprendre. Or, comprendre, dans ce contexte, est déjà une fermeture. Comprendre, c'est ramener l'inconnu à du connu, c'est réduire l'infini à une forme familière. Mais ce qui est ici ne peut pas être réduit. Cela ne peut pas être capturé par une idée. Cela ne peut pas être contenu dans une définition. Cela ne peut être que vécu, sans intermédiaire. Ce livre n'est pas vide, il est plein de ce que vous ne regardez jamais. Il est rempli de silence, et ce silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence sans agitation. Une présence que vous fuyez constamment en remplissant chaque espace avec des pensées, des mots, des distractions. Ce que ce livre vous montre, c'est ce que vous évitez depuis toujours. Être face à ce qui est, sans commentaire. Et cela demande un courage rare, parce que cela enlève toutes les structures sur lesquelles vous vous appuyez pour exister. Lire ce livre, c'est entrer dans une autre forme d'attention. Une attention sans objet, sans direction, sans attente. Une attention qui ne cherche pas à saisir, mais qui reste ouverte. Et dans cette ouverture, quelque chose change. Le besoin de comprendre commence à se dissoudre. Le besoin de nommer s'apaise. Une forme de clarté apparaît, non pas comme une idée, mais comme une évidence silencieuse. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Ce que montre ce livre, c'est que la vérité n'est pas cachée, elle est simplement recouverte par le bruit constant du mental. Les mots ne sont pas le problème en eux-mêmes, mais l'attachement aux mots crée une distance. Vous croyez que comprendre un mot, c'est comprendre la réalité qu'il désigne. Mais un mot n'est qu'un symbole, une approximation, une indication. Il pointe, mais il n'est pas ce qu'il pointe. Et à force de regarder les mots, vous oubliez de regarder ce qu'ils désignent. Le livre sans mots coupe ce lien. Il enlève le symbole pour vous laisser face à ce qui est, et cette confrontation est directe, immédiate, sans échappatoire. Vous ne pouvez pas vous réfugier dans une explication, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas comparer. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre, rien à atteindre. Et c'est précisément cela qui rend ce livre si difficile à ouvrir réellement. Parce qu'il demande l'abandon de tout ce que vous utilisez habituellement pour vous orienter. Ce livre est une porte, mais une porte qui ne s'ouvre pas avec un effort. Plus vous essayez d'entrer, plus elle semble fermée. Plus vous cherchez une clé, plus vous vous éloignez, et soudain, dans un moment où l'effort tombe, où la recherche se suspend, quelque chose s'ouvre sans que vous sachiez comment. Non pas dans le livre, mais en vous. Une perception directe, sans filtre, sans médiation. Une présence qui n'a pas besoin d'être nommée pour être reconnue. Le livre que personne n'ose ouvrir n'est pas un objet extérieur. Il est une invitation à une manière d'être.
une manière d'être où le regard n'est plus conditionné par des attentes, où l'attention n'est plus dirigée par un but, où la perception n'est plus filtrée par des concepts. C'est une manière d'être rare, parce qu'elle demande de lâcher ce que vous croyez être essentiel, le besoin de comprendre, le besoin de contrôler, le besoin de saisir. Et pourtant, ce que vous trouvez en lâchant tout cela n'est pas un vide angoissant, mais une plénitude tranquille. Une présence qui n'a pas besoin d'être remplie parce qu'elle est déjà complète. Une évidence qui ne dépend pas des mots pour exister. Une réalité qui ne se laisse pas capturer, mais qui se laisse vivre. Ce livre est toujours ouvert, il n'attend rien, il ne demande rien. Il est là, silencieux, disponible. Ce qui manque, ce n'est pas le contenu, c'est le regard capable de le rencontrer. Et ce regard ne s'acquiert pas, il se libère. Il se libère lorsque vous cessez de chercher autre chose que ce qui est déjà là. Lorsque vous cessez de vouloir ajouter, corriger, améliorer. Lorsque vous acceptez de ne pas comprendre. Alors peut-être ce livre cesse d'être vide. Non pas parce que quelque chose y apparaît, mais parce que vous cessez de projeter l'absence. Vous voyez alors que ce que vous appeliez vide était simplement une présence sans forme. Une présence que vous ne pouviez pas reconnaître tant que vous cherchiez une forme à laquelle vous accrocher. Ce livre que personne n'ose ouvrir devient alors le seul livre qu'il reste à lire. Non pas avec les yeux, non pas avec l'intellect, mais avec une attention nue, sans attente. Et dans cette lecture sans lecteur, quelque chose se révèle, sans jamais apparaître. Quelque chose qui n'a jamais été caché, mais que vous n'aviez jamais regardé ainsi. Pourquoi le zen brûle les livres? Une flamme danse au bord d'une page et ce qui semblait sacré devient soudainement vulnérable. L'encre se tord, les caractères se déforment, les mots se dissolvent avant même d'avoir pu se défendre. Le geste paraît brutal, presque irrévérencieux, comme si l'on profanait un trésor accumulé par des générations. Pourtant, ce feu n'est pas un acte de destruction, c'est une opération de dévoilement. Ce que le regard ordinaire perçoit comme une perte est, pour l'esprit éveillé, une libération. Dogen n'a jamais enseigné la haine des livres, mais la lucidité face à leurs limites. Ce qui est brûlé n'est pas la vérité, mais l'illusion que la vérité peut être contenue dans des formes fixes. Un livre promet toujours quelque chose. Il promet un accès, une compréhension, une direction. Il donne l'impression qu'en tournant suffisamment de pages, en accumulant suffisamment de concepts, une clarté finale sera atteinte. Cette promesse nourrit la quête, elle alimente le mouvement du chercheur. Mais cette même promesse entretient aussi une dépendance subtile. Tant que la vérité semble être ailleurs, dans un texte, dans une phrase, dans une formulation parfaite, le regard se détourne de ce qui est immédiatement présent. Le feu intervient alors comme une rupture. Il ne vient pas punir la connaissance, il vient interrompre l'illusion que la connaissance écrite est suffisante. Chaque mot porte une direction. Chaque phrase oriente l'attention. Lire, c'est suivre une trace laissée par un autre. Et cette trace, aussi brillante soit-elle, reste une trace. Elle indique, elle suggère, elle évoque, mais elle ne remplace jamais l'expérience directe. Le problème n'est pas que les livres existent, mais que l'esprit s'y attache comme à une source ultime. Il confond la carte avec le territoire, le symbole avec la réalité, le doigt avec la lune. Et plus le texte est subtil, plus le piège est profond, car il donne l'impression d'être déjà proche de la vérité alors qu'il ne fait que la désigner. Le geste de brûler les livres est une invitation radicale à rompre avec cette confusion. Lorsque les pages disparaissent, il ne reste plus rien à suivre. Plus de phrases à analyser, plus de concepts à comparer, plus de doctrines à défendre. L'esprit se retrouve sans support, sans direction imposée. Et dans cette absence, une autre forme d'attention devient possible. Une attention qui ne s'accroche plus à des mots, mais qui se tourne vers ce qui est là, immédiatement, sans intermédiaire. Ce feu ne détruit pas le savoir, il détruit la dépendance au savoir. Il ne rejette pas la transmission, il purifie la relation à la transmission. Car ce qui est transmis véritablement ne peut pas être enfermé dans des lignes.
Ce qui est transmis ne se lit pas, cela se reconnaît. Et cette reconnaissance ne dépend pas de la quantité d'informations accumulées, mais de la capacité à voir sans filtre. Le livre, aussi profond soit-il, reste une forme. Et toute forme est limitée. Elle exclut autant qu'elle inclut. Elle éclaire un aspect et en laisse d'autres dans l'ombre. Lorsque le livre disparaît, ce qui reste n'est pas le vide, mais une ouverture. Une ouverture qui n'a pas de contour, qui ne propose pas de direction, mais qui permet une perception directe. Le regard n'est plus guidé par une structure extérieure. Il devient libre, mais cette liberté est déstabilisante. Car sans structure, il n'y a plus de repère. Sans repère, il n'y a plus de sécurité. Et sans sécurité, l'esprit cherche immédiatement à recréer quelque chose à quoi se raccrocher. Le feu empêche cette reconstruction immédiate. Il laisse un espace nu, sans contenu, sans appui. Ce que cet espace révèle n'est pas une nouvelle idée, mais une qualité de présence. Une présence qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas le résultat d'un effort, mais qui apparaît lorsque l'effort de comprendre se suspend. Les mots disparaissent, et avec eux disparaît la distance qu'ils créaient. Ce qui restait séparé par des concepts se retrouve soudainement sans séparation. Non pas parce qu'une unité a été construite, mais parce que la division n'est plus maintenue. Le livre vide n'est pas une opposition au livre rempli, il est leur accomplissement silencieux. Il montre ce que les livres pointaient sans pouvoir le contenir. Il n'ajoute rien, il retire ce qui empêchait de voir. Les pages brûlées ne laissent pas un manque, elles révèlent ce qui était déjà là, recouvert par des couches de signification. Chaque mot était une tentative d'approche, mais aussi une barrière subtile. En disparaissant, ces barrières tombent. La tradition du feu n'est pas une tradition de destruction, c'est une tradition de retour. Retour à ce qui ne dépend pas des formes, retour à ce qui n'a pas besoin d'être exprimé pour exister. Les textes ont leur place, mais leur place n'est pas d'être des refuges permanents. Ils sont des ponts, et un pont n'est pas fait pour être habité. Il est fait pour être traversé. Rester sur le pont, c'est ne jamais atteindre l'autre rive. Brûler le pont, c'est s'assurer qu'aucun retour n'est possible, que le regard ne se repliera pas sur ce qui est déjà dépassé. Ce geste radical révèle une confiance absolue dans la capacité directe de voir. Une confiance que la vérité n'est pas fragile, qu'elle n'a pas besoin d'être protégée par des textes, qu'elle ne disparaît pas lorsque les mots disparaissent. Au contraire, elle devient plus évidente, plus immédiate, plus accessible. Ce qui était voilé par l'interprétation devient clair sans effort. Le feu n'efface pas la sagesse, il enlève les couches qui la recouvrent. Et ce qui reste n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de toujours présent. Une présence qui ne peut pas être capturée, mais qui peut être reconnue. Cette reconnaissance ne dépend pas d'un apprentissage, elle dépend d'un lâcher-prise. Lâcher le besoin de comprendre, lâcher le besoin de posséder, lâcher le besoin de sécuriser. Ce que les livres ne peuvent pas donner, le silence le révèle. Non pas un silence comme absence de bruit, mais un silence comme absence de construction mentale. Un silence qui n'est pas vide, mais plein d'une clarté sans forme. Une clarté qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Et ce silence n'est pas ailleurs, il est toujours là, recouvert par le mouvement incessant des pensées. Le livre vide est cette clarté rendue visible par son absence de contenu. Il ne distrait pas, il ne guide pas, il ne rassure pas. Il confronte directement à ce qui est, et cette confrontation est le véritable enseignement. Aucun mot ne peut remplacer cette expérience, aucune phrase ne peut la transmettre. Elle ne peut qu'être vécue, ici, maintenant, sans intermédiaire. Brûler les livres, c'est refuser de substituer des mots à la réalité. C'est refuser de confondre la description avec l'expérience. C'est un acte d'amour envers la vérité, car il refuse toute approximation. Il ne se contente pas de pointer, il élimine ce qui empêche de voir directement. Et dans cette élimination, une simplicité radicale apparaît. Une simplicité qui n'est pas naïve, mais fondamentale. Une simplicité qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être évidente. Le regard qui reste après le feu n'est plus le même. Il n'est plus chargé de références. Il n'est plus encombré de comparaisons. Il devient immédiat, direct, sans détour. Et ce regard découvre
que ce qu'il cherchait dans les livres n'était jamais absent. Il était simplement masqué par le besoin de chercher ailleurs. Ce chapitre ne vous demande pas de rejeter les livres, mais de voir leur place réelle. Ils peuvent indiquer, inspirer, éveiller une question, mais ils ne peuvent pas remplacer la vision directe. Et lorsque cette vision apparaît, les mots deviennent secondaires. Ils peuvent encore être utilisés, mais ils ne sont plus pris pour la réalité. Ils deviennent des outils, non des vérités. Le feu, dans sa danse silencieuse, rappelle cette évidence. Ce qui peut être détruit n'est pas essentiel. Ce qui disparaît avec les mots n'était qu'une représentation. Ce qui reste, même lorsque tout brûle, est ce qui compte réellement. Et ce qui reste ne peut pas être écrit, ne peut pas être possédé, ne peut pas être perdu. Ainsi, le livre vide n'est pas une absence, c'est une révélation. Une révélation qui ne dépend pas d'un contenu, mais d'une ouverture. Une ouverture qui ne se fabrique pas, mais qui apparaît lorsque les constructions tombent. Et ce qui tombe avec le feu, ce ne sont pas seulement des pages, ce sont des habitudes de perception, des réflexes de pensée, des attachements invisibles. Lorsque tout cela se dissout, quelque chose de simple, de silencieux et d'évident demeure. Quelque chose qui n'a jamais été absent, mais que vous ne pouviez pas voir tant que vous regardiez ailleurs. Et ce regard, libéré des mots, découvre enfin ce que les livres tentaient de dire sans jamais pouvoir le contenir. L'écriture qui s'efface quand on la regarde. Une trace apparaît à peine qu'elle commence déjà à disparaître, comme si l'acte même de la voir la condamnait à s'effacer. Le regard, que vous croyez neutre, agite en silence, comme une force qui transforme ce qu'il touche. Vous pensez observer, mais en réalité, vous modifiez, vous réduisez, vous figez. L'écriture dont il est question ici n'est pas faite d'encre, elle est faite de présence. Et cette présence, dès qu'elle est capturée par l'attention qui veut comprendre, se transforme en quelque chose de plus pauvre, de plus étroit, de plus saisissable, donc déjà perdu. Dogen n'a pas donné un livre vide pour qu'il soit interprété, mais pour que ce mécanisme invisible soit révélé. Ce que vous regardez avec l'intention de comprendre cesse d'être ce qu'il est. Chaque fois que vous nommez, vous réduisez. Chaque fois que vous définissez, vous enfermez. Le sens, tel que vous le concevez, est une fixation. Vous prenez quelque chose de vivant, mouvant, infini, et vous le transformez en une idée stable, reconnaissable, manipulable. Cela donne une illusion de clarté, mais cette clarté est une simplification. Le réel, dans sa nature la plus profonde, ne se laisse pas stabiliser. Il est fluctuant, ouvert, multiple. Le livre sans mots ne propose pas un sens unique. Il contient tous les sens possibles dans un état indéterminé. Une superposition silencieuse où rien n'est encore choisi, où rien n'est encore figé. Regarder ce livre avec l'intention d'en tirer un sens revient à forcer un effondrement. Comme si, face à une infinité de possibles, vous en sélectionniez un seul, et dans ce geste, vous perdiez tous les autres. Vous appelez cela comprendre, mais c'est en réalité un appauvrissement. Vous transformez une richesse indéfinie en une conclusion limitée. Et cette conclusion vous rassure, parce qu'elle donne une forme, une certitude, une stabilité. Mais ce que vous gagnez en sécurité, vous le perdez en profondeur. L'écriture qui s'efface quand on la regarde n'est pas une métaphore poétique, c'est une description précise d'un phénomène intérieur. Le regard chargé d'intention agit comme une mesure. Il impose une structure, il impose une interprétation, il impose une direction. Et dans cette imposition, le vivant disparaît. Ce qui reste est une représentation, une idée, un concept. Utile, peut-être, mais toujours inférieur à ce qui était là avant d'être nommé. Ce livre ne demande pas d'être compris, il demande d'être regardé sans intention. Mais regarder sans intention est presque impossible pour un esprit entraîné à chercher, analyser, interpréter. Le regard habituel est un regard qui veut quelque chose. Il veut un résultat, une conclusion, une compréhension. Et ce vouloir agit comme une pression sur le réel.
il le contraint à entrer dans une forme. Il le force à devenir quelque chose de défini. Le défi de ce livre est radical. Voir sans vouloir. Regarder sans chercher. Être présent sans projeter. Et dans cet état rare, quelque chose de différent apparaît. Non pas un sens, mais une ouverture. Non pas une réponse, mais une présence. Une présence qui n'est pas localisée, qui n'est pas définie, mais qui est immédiatement reconnaissable sans passer par des mots. Ce que vous appelez sens est souvent une tentative de stabiliser cette présence. Vous voulez la comprendre pour la posséder, pour la retenir, pour la reproduire. Mais dès que vous tentez cela, elle se retire. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle ne peut pas être contenue dans ce cadre. Elle reste là, mais hors de portée de l'interprétation. Le livre vide est une invitation à rester dans cet état de non-fixation. Un état où rien n'est encore décidé, où rien n'est encore figé. Un état où toutes les possibilités coexistent sans se contredire. Cet état est inconfortable pour l'esprit qui cherche la certitude, mais il est profondément vivant. Il contient une richesse que aucune définition ne peut capturer. Observer ce livre comme un objet à comprendre revient à le fermer. Le laisser être sans chercher à en tirer quelque chose revient à l'ouvrir réellement. Et cette ouverture n'est pas une action, c'est une absence d'action, une suspension du mouvement habituel de la pensée, une pause dans le besoin constant de saisir. Dans cette pause, quelque chose devient perceptible, pas comme un objet, pas comme une idée, mais comme une qualité de présence qui ne dépend pas d'un contenu, une clarté sans forme, une évidence sans définition. Et cette évidence ne peut pas être expliquée parce que toute explication la transforme en quelque chose de plus petit. Ce que ce livre révèle, ce n'est pas un message caché, c'est la manière dont vous interagissez avec ce qui est. Il montre que le problème n'est pas l'absence de sens, mais l'obsession du sens. Cette obsession crée une distance. Elle vous empêche de voir ce qui est directement, sans médiation. Elle vous maintient dans un mouvement constant de recherche qui éloigne au lieu de rapprocher. L'écriture qui s'efface quand on la regarde vous invite à voir ce mécanisme en action, à observer comment chaque tentative de comprendre transforme l'expérience, à reconnaître que ce que vous perdez dans ce processus est précisément ce que vous cherchez, et à laisser tomber, ne serait-ce qu'un instant, ce besoin de fixer. Lorsque ce besoin se relâche, même brièvement, une autre manière de percevoir apparaît. Une perception sans centre, sans direction, sans objectif. Une perception qui ne sépare pas le sujet de l'objet, qui ne découpe pas le réel en parties distinctes. Une perception qui ne cherche pas à posséder, mais qui se contente d'être en contact direct avec ce qui est. Ce contact direct est fragile dans le sens où il ne peut pas être maintenu par un effort. Plus vous essayez de le garder, plus vous le perdez. Il ne peut apparaître que lorsque l'effort cesse, lorsque le regard se détend, lorsque l'intention disparaît, lorsque la recherche se suspend. Et dans cet instant, quelque chose de simple et d'évident est là. Le livre sans mots n'a jamais contenu un message à décoder. Il contient une invitation à changer la manière de voir, à passer d'un regard qui capture à un regard qui laisse être, à passer d'un esprit qui réduit à une présence qui accueille. Et dans ce passage, ce que vous appeliez vide révèle une richesse infinie. Cette richesse ne se manifeste pas sous forme de contenu, mais sous forme de liberté. Liberté de ne pas savoir, liberté de ne pas définir, liberté de ne pas conclure. Une liberté qui n'est pas une perte, mais une ouverture. Une ouverture qui permet à toutes les possibilités d'exister sans être réduite à une seule. Ce que vous découvrez alors n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de toujours présent. Quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué parce que vous étiez occupé à chercher autre chose.
Et cette découverte ne peut pas être transmise par des mots parce qu'elle ne dépend pas des mots. L'écriture qui s'efface quand on la regarde n'est pas un échec de la compréhension, c'est la fin d'un mode de compréhension limité. Elle ouvre la porte à une intelligence plus vaste, plus subtile, plus directe. Une intelligence qui ne passe pas par des concepts, mais par une présence attentive et silencieuse. Ce chapitre ne vous demande pas de rejeter le sens, mais de voir sa limite. De reconnaître que ce que vous gagnez en clarté conceptuelle, vous le perdez en profondeur immédiate. Et que parfois, ne pas comprendre est plus proche de la vérité que comprendre trop vite. Le livre reste ouvert, silencieux, sans rien montrer. Et pourtant, quelque chose est là, indéniable. Non pas comme un objet à saisir, mais comme une présence à reconnaître. Une présence qui ne s'efface pas réellement, mais qui échappe dès que vous tentez de la capturer. Alors le regard change. Il ne cherche plus à voir quelque chose. Il devient lui-même cette ouverture. Et dans cette ouverture, ce qui semblait disparaître révèle qu'il n'a jamais été perdu. Le plus long des livres est le silence. Entre deux respirations, quelque chose s'ouvre sans bruit, sans forme, sans annonce. Aucun mot n'y entre, aucun concept n'y survit. Et pourtant, cette ouverture contient plus que toutes les bibliothèques réunies. Ce que vous appelez silence n'est pas une simple absence de son, c'est une présence intacte, une densité sans matière, une profondeur qui ne se laisse pas mesurer. Dogen n'a pas offert un livre sans mots pour frustrer l'intellect, mais pour révéler cette étendue invisible que les mots recouvrent sans jamais l'épuiser. Car chaque phrase, même la plus subtile, découpe, oriente, limite. Le silence, lui, ne choisit pas, il ne divise pas, il laisse tout être sans intervention. Ce livre silencieux ne s'ouvre pas avec les yeux habituels. Le regard ordinaire cherche des formes, des lettres, des structures reconnaissables. Il veut s'accrocher à quelque chose, suivre une direction, construire un sens. Mais ici, aucune ligne ne guide, aucun signe ne rassure. Ce manque apparent provoque une résistance, une tension intérieure. Une part de vous veut fuir, refermer, passer à autre chose. Parce que ce silence ne donne rien à saisir, et ce qui ne peut pas être saisi est perçu comme vide. Pourtant, ce que vous appelez vide est simplement ce que vous ne savez pas encore habiter. Le silence n'est pas extérieur, il n'est pas un environnement, il est une dimension de l'expérience qui reste invisible tant que l'attention est occupée par le bruit des pensées. Chaque pensée est un mouvement, une vibration qui crée une forme. Et à force de vivre dans ces formes, vous oubliez ce qui les contient. Vous oubliez l'espace dans lequel elles apparaissent. Le livre sans mots est cet espace rendu perceptible par l'absence de contenu. Il ne montre rien, mais il révèle ce qui permet à tout d'apparaître. Lire ce livre, c'est accepter de ne rien recevoir au sens habituel. C'est rester face à une présence qui ne se donne pas sous forme d'information. Et dans cette rencontre, quelque chose de subtil commence à se déplacer. L'attention, privée d'objet, se retourne doucement vers elle-même. Elle cesse de courir, de chercher, de comparer. Elle devient simple, directe, sans intention. Et dans cette simplicité, le silence cesse d'être un manque, il devient une évidence. Ce silence n'est pas statique, il est vivant, vibrant, mais sans agitation. Il ne produit pas de pensées, mais il n'est pas non plus opposé aux pensées. Il les contient sans être affecté. Il est comme un fond immuable sur lequel tout apparaît et disparaît sans laisser de traces. Le livre silencieux ne raconte pas cette réalité, il la donne à voir, ou plutôt à ressentir, sans passer par la vue. Ce que vous découvrez dans cette lecture inhabituelle, c'est que le silence n'a pas besoin d'être créé. Il est déjà là, toujours. Ce qui le masque, ce n'est pas le bruit extérieur, mais le mouvement intérieur constant. Le besoin de commenter, de juger,
de comprendre, de contrôler. Chaque mot intérieur est une tentative de saisir le réel. Et dans cette tentative, le réel est toujours légèrement manqué. Le silence apparaît lorsque cette tentative se relâche, même un instant. Ce relâchement n'est pas une technique, ce n'est pas un effort particulier, c'est plutôt une reconnaissance. La reconnaissance que ce que vous cherchez n'est pas dans le prochain mot, dans la prochaine idée, dans la prochaine explication. Cette reconnaissance ne vient pas du raisonnement, elle vient d'un épuisement subtil du mouvement de recherche. Et lorsque ce mouvement s'apaise, le silence se révèle comme ce qui était déjà là, avant, pendant et après chaque pensée. Le livre de Dogen ne contient pas des pages à tourner, il contient un espace à habiter. Une bibliothèque infinie sans étagères, sans titre, sans catégorie. Une bibliothèque où chaque page est une ouverture totale, sans contenu spécifique, mais pleine d'une présence indéfinissable. Et cette bibliothèque ne se visite pas en accumulant, mais en laissant tomber. Chaque attente abandonnée est une porte. Chaque besoin de comprendre relâché est un passage. Fermer les yeux, dans ce contexte, n'est pas un geste physique, c'est un déplacement intérieur. C'est cesser de projeter, cesser de chercher à voir quelque chose de particulier. C'est laisser l'attention se reposer sans objet. Et dans ce repos, une qualité nouvelle apparaît. Une clarté sans forme, une lucidité sans direction. Une présence qui ne dépend pas de ce qui est perçu, mais qui est là en tant que fond de toute perception. Le plus long des livres est le silence, parce qu'il ne commence pas et ne finit pas. Il n'a pas de première page, pas de dernière page. Il est toujours ouvert, toujours disponible, toujours complet. Les livres ordinaires demandent du temps, de l'effort, une progression. Le silence ne demande rien. Il est accessible immédiatement, mais paradoxalement, il est souvent ignoré parce qu'il ne correspond pas aux attentes habituelles. Ce que vous cherchez dans les livres, c'est souvent une transformation, un changement, une amélioration. Le silence ne propose rien de tout cela. Il ne promet pas, il ne guide pas, il ne corrige pas. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à reconnaître comme une source, parce qu'il ne répond pas aux critères que vous utilisez pour évaluer ce qui a de la valeur. Il ne donne rien de mesurable, rien de comparable. Et pourtant, c'est dans ce rien que tout est contenu. Non pas comme des objets distincts, mais comme une potentialité ouverte. Une capacité infinie à accueillir sans se limiter. Le silence ne possède pas, il permet. Il ne définit pas, il révèle. Il ne transforme pas le réel. Il enlève ce qui empêchait de le voir tel qu'il est. Le livre silencieux agit comme un rappel constant de cette dimension. Chaque fois que vous cherchez à y trouver quelque chose, vous êtes ramené à votre propre mouvement de recherche. Chaque fois que vous vous arrêtez, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose d'autre devient perceptible. Une présence qui ne dépend pas de l'effort, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas des conditions. Cette présence n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'expérience extraordinaire. Elle est simple, presque trop simple pour être remarquée. Et c'est pour cela qu'elle est souvent ignorée. Parce qu'elle ne correspond pas à l'image que vous vous faites de quelque chose de précieux. Vous attendez du complexe, du profond, du mystérieux. Et ce qui est là est d'une simplicité désarmante. Le plus long des livres est le silence parce qu'il ne peut pas être épuisé. Vous pouvez y revenir encore et encore sans jamais en faire le tour. Non pas parce qu'il contient des informations cachées, mais parce qu'il est une ouverture sans limite. Chaque moment de silence est complet et pourtant jamais identique. Non pas parce qu'il change, mais parce que votre manière de le rencontrer évolue. Ce livre ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne vous demande pas d'ajouter quelque chose à ce que vous êtes. Il vous invite à voir ce qui est déjà là, sans filtre. Et cette invitation est permanente.
Elle ne dépend pas d'un moment particulier, d'un état particulier, d'une condition particulière. Elle est toujours disponible, mais rarement acceptée. Accepter cette invitation, c'est entrer dans une relation différente avec le réel. Une relation sans médiation, sans interprétation, sans projection. Une relation directe, immédiate, sans distance. Et dans cette relation, le besoin de chercher commence à s'effacer. Non pas parce que tout est compris, mais parce que quelque chose de plus fondamental est reconnu. Le silence devient alors une lecture vivante, une lecture sans mots, sans phrases, sans structure. Une lecture qui ne passe pas par l'intellect, mais par une présence attentive. Et cette lecture ne produit pas de connaissance au sens habituel. Elle produit une clarté qui n'est pas accumulée, mais révélée. Ce chapitre ne vous donne pas un savoir, il vous pointe vers une expérience. Une expérience qui ne peut pas être décrite pleinement, mais qui peut être reconnue directement. Et cette reconnaissance ne demande pas de compétences particulières. Elle demande simplement un relâchement du mouvement constant de la pensée. Le plus long des livres est le silence, non pas parce qu'il contient plus, mais parce qu'il n'exclut rien. Il ne choisit pas, il ne hiérarchise pas, il ne structure pas. Il laisse tout être, et dans ce laisser-être, quelque chose d'essentiel devient visible. Non pas comme un objet, mais comme une évidence. Et cette évidence, une fois reconnue, ne dépend plus des mots. Elle peut coexister avec eux, mais elle ne s'y réduit pas. Elle est là, en arrière-plan, constante, silencieuse, toujours disponible. Le livre peut se refermer, les pages peuvent disparaître, les mots peuvent s'effacer, mais ce qui est révélé par ce silence reste intact. Ainsi, le livre sans mots n'est pas une absence de contenu, mais une présence infinie. Une présence qui ne demande qu'à être reconnue, non par un effort, mais par un relâchement. Non par une recherche, mais par un arrêt. Non par une accumulation, mais par un abandon. Et dans cet abandon, le plus long des livres se lit enfin, sans jamais avoir été écrit. Ce que les mots ne peuvent pas voler. Les mots ont toujours prétendu éclairer, mais leur lumière est une lumière qui découpe. Chaque terme posé sur une chose crée une frontière invisible, une séparation subtile entre ce qui est nommé et ce qui ne l'est pas. Nommer, c'est isoler. Définir, c'est réduire. Dire arbre, c'est déjà ne plus voir cet arbre précis, unique, vibrant dans sa présence immédiate, mais une idée générale, une abstraction qui remplace la réalité vivante. Et dans ce glissement silencieux, quelque chose est perdu, non pas détruit, mais recouvert, non pas absent, mais inaccessible tant que l'attention reste fixée sur le mot au lieu de ce qu'il prétend désigner. Le langage a été construit pour communiquer, pour transmettre, pour organiser. Mais dans ce mouvement d'organisation, il a aussi créé une distance entre vous et ce que vous percevez, une distance entre l'expérience brute et sa représentation. Cette distance est si ancienne, si profondément intégrée, qu'elle passe inaperçue. Elle devient la norme. Vous ne voyez plus le monde, vous voyez les mots que vous avez appris à poser sur le monde. Vous ne ressentez plus directement, vous interprétez. Vous ne vivez plus pleinement, vous commentez ce que vous vivez. Le livre vide vient briser cette mécanique sans la combattre. Il ne critique pas les mots, il les rend simplement inutiles. Face à une page sans inscription, le réflexe habituel ne trouve aucun point d'accroche. Le mental cherche, explore, tente de projeter du sens, mais rien ne répond. Et dans cette absence de réponse, une possibilité rare apparaît. Une ouverture où l'expérience peut surgir sans être immédiatement capturée, nommée, enfermée. Les mots prennent parce qu'ils remplacent. Ils s'interposent entre vous et le réel.
Ils offrent une version simplifiée, manipulable, compréhensible, mais cette version n'est jamais l'expérience elle-même. Elle est une carte, et la carte n'est pas le territoire. Pourtant, à force de consulter la carte, vous oubliez qu'il existe un territoire vivant, mouvant, imprévisible. Vous finissez par croire que connaître le mot équivaut à connaître la chose. Et dans cette confusion, la richesse de l'expérience directe s'efface. Ce que le livre sans mots restitue, ce n'est pas une connaissance supplémentaire, c'est une capacité oubliée. La capacité d'être en contact direct, sans intermédiaire. Une perception qui ne passe pas par le filtre du langage, qui ne cherche pas à traduire, à expliquer, à classer. Une perception nue, immédiate, sans commentaire. Et cette perception n'est pas nouvelle. Elle était là avant les mots. Elle est toujours là, en arrière-plan, mais elle est recouverte par le flux constant des pensées verbales. Chaque mot que vous prononcez intérieurement crée une forme, et cette forme attire votre attention. Elle devient plus réelle que ce qu'elle désigne. Vous pensez à une personne, et ce n'est plus la personne réelle qui est présente, mais l'image mentale associée à son nom. Vous pensez à une émotion, et ce n'est plus l'émotion elle-même qui est vécue, mais le concept de cette émotion. Vous vivez à travers des couches de représentation, sans toujours en avoir conscience. Le livre vide agit comme un dépouillement. Il retire ses couches sans les attaquer. Il ne vous demande pas de cesser de penser. Il ne vous impose pas un silence artificiel. Il crée simplement un espace où la pensée ne trouve pas de prise. Et dans cet espace, quelque chose d'autre devient perceptible. Une présence qui ne peut pas être nommée, mais qui peut être ressentie. Une qualité d'être qui ne dépend pas des mots, mais qui les précède. Les mots ne peuvent pas voler cette expérience parce qu'elle ne leur appartient pas. Ils peuvent la recouvrir, la masquer, la détourner, mais ils ne peuvent pas la saisir. Elle échappe à toute tentative de capture. Elle est trop simple, trop directe, trop immédiate. Et c'est précisément pour cela qu'elle est souvent ignorée. Parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous attendez d'une expérience significative. Elle ne raconte rien, elle ne prouve rien, elle ne construit rien. Cette expérience directe est silencieuse, mais pas vide. Elle est pleine d'une présence qui ne se laisse pas définir. Une présence qui n'est pas un objet, mais un état d'être. Et cet état ne peut pas être transmis par des mots. Il peut être évoqué, suggéré, pointé, mais jamais contenu dans une phrase. Toute tentative de le décrire le transforme, le limite, le déforme. Le livre de Dogen ne cherche pas à transmettre un contenu, mais à provoquer une reconnaissance. Une reconnaissance de ce qui est déjà là, mais qui n'est pas vu parce que l'attention est tournée vers les mots. Cette reconnaissance ne passe pas par une compréhension intellectuelle. Elle est plus proche d'un basculement, d'un changement de perspective. Un passage de la représentation à la présence. Ce passage ne demande pas d'effort particulier. Il demande plutôt une forme de relâchement. Un relâchement du besoin de comprendre, du besoin de nommer, du besoin de saisir. Et ce relâchement n'est pas une perte, c'est un gain de clarté, de simplicité, de contact direct avec ce qui est. Les mots prennent parce qu'ils donnent l'illusion de posséder. Lorsque vous nommez quelque chose, vous avez l'impression de le maîtriser, de le comprendre, de l'intégrer. Mais cette maîtrise est superficielle, elle ne touche pas l'essence de ce qui est vécu. Elle reste à la surface, dans le domaine des concepts. Et pendant que vous manipulez ces concepts, l'expérience réelle continue, indépendante, intacte, mais souvent ignorée. Le livre vide enlève cette illusion de maîtrise. Il vous place face à une réalité qui ne peut pas être contrôlée par le langage. Une réalité qui ne répond pas aux catégories habituelles. Et dans cette confrontation, quelque chose peut se produire. Une ouverture, une disponibilité, une attention nouvelle. Une manière d'être qui ne cherche plus à posséder, mais à accueillir.
accueillir sans nommer, sans juger, sans interpréter. Accueillir comme un espace accueille ce qui apparaît en lui, sans résistance, sans préférence. Cette qualité d'accueil est ce que les mots ne peuvent pas voler, parce qu'elle ne dépend pas d'eux. Elle est antérieure à toute formulation, à toute pensée. Elle est la base sur laquelle les mots apparaissent, mais elle n'est pas affectée par leur présence ou leur absence. Lorsque cette qualité est reconnue, le rapport au langage change. Les mots ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de capturer. Ils deviennent des outils, non des filtres. Ils servent à communiquer, mais ils ne remplacent plus l'expérience. Ils sont utilisés sans être confondus avec ce qu'ils désignent. Cette transformation est subtile, mais profonde. Elle ne se voit pas de l'extérieur, mais elle change la manière dont chaque moment est vécu. Chaque perception devient plus directe, plus vivante, moins médiatisée. Chaque expérience retrouve une fraîcheur, une immédiateté qui semblait perdue. Le livre sans mots n'est pas un rejet du langage, c'est une libération de son emprise. Il ne vous demande pas de renoncer aux mots, mais de voir leurs limites, de reconnaître qu'ils ne peuvent pas contenir ce qui est le plus essentiel. Et dans cette reconnaissance, un espace s'ouvre. Un espace où l'expérience directe peut apparaître sans être immédiatement recouverte. Ce que les mots ne peuvent pas voler, c'est cette présence nue. Cette présence qui ne dépend pas de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous comprenez. Une présence qui est là, simplement, sans effort, sans intention. Et cette présence est toujours accessible. Elle n'a pas besoin d'être créée, elle a seulement besoin d'être reconnue. Reconnaître sans nommer, sans analyser, sans chercher à comprendre. Reconnaître comme on reconnaît un silence après un bruit, sans avoir besoin de le décrire. Cette reconnaissance est instantanée, directe, sans médiation. Et une fois qu'elle a lieu, même brièvement, elle laisse une trace. Non pas une mémoire conceptuelle, mais une empreinte subtile. Une familiarité avec quelque chose qui ne peut pas être oublié, même si les mots reviennent. Les mots continueront à apparaître, à structurer, à organiser. Mais ils ne seront plus confondus avec la réalité. Ils seront vus pour ce qu'ils sont. Des outils utiles, mais limités. Et cette lucidité change tout. Elle permet de naviguer dans le monde des formes sans perdre le contact avec ce qui les contient. Le livre vide ne donne rien, mais il enlève ce qui empêchait de voir. Il enlève l'illusion que les mots suffisent. Il enlève la dépendance au langage comme unique moyen d'accès au réel. Et dans cet enlèvement, une richesse apparaît. Une richesse qui n'est pas accumulée, mais révélée. Ce chapitre ne vous apprend pas quelque chose de nouveau, il vous ramène à quelque chose de fondamental. Quelque chose qui a toujours été là, mais qui a été recouvert par des couches de mots, de concepts, d'interprétations. Et ce retour n'est pas un retour en arrière, c'est un approfondissement. Une plongée dans ce qui ne peut pas être dit, mais qui peut être vécu. Les mots ne peuvent pas voler ce qui ne leur appartient pas. Et ce qui ne leur appartient pas, c'est votre capacité d'être en contact direct avec la réalité. Une capacité simple, naturelle, toujours présente. Une capacité qui ne dépend pas de l'apprentissage, mais de la reconnaissance. Et cette reconnaissance est toujours possible à chaque instant dès que l'attention cesse de se perdre dans les mots. Ainsi, le livre sans mots ne vous enlève rien. Il vous rend ce qui n'avait jamais été perdu, mais simplement oublié. Il vous rend l'expérience directe, intacte, vivante, indéfinissable. Et dans cette restitution silencieuse, quelque chose s'apaise. Non pas parce qu'une réponse a été trouvée, mais parce que la question elle-même perd sa nécessité. La transmission qui n'utilise pas la parole. Une vérité profonde ne circule pas comme une information. Elle ne voyage pas d'un esprit à un autre sous forme de concept. Elle ne s'imprime pas comme un texte que l'on mémorise. Elle se révèle, ou plutôt, elle se reconnaît
dans un espace où rien n'est échangé et où pourtant tout est donné. Ce type de transmission ne laisse aucune trace visible, aucun contenu que l'on puisse répéter, aucun enseignement que l'on puisse posséder. Et pourtant, celui qui y entre n'en ressort pas identique, non pas parce qu'il a appris quelque chose, mais parce qu'il a cessé de chercher à apprendre. Dogen ne tend pas un savoir comme on tend un objet. Il ne donne pas une doctrine, il ne construit pas une pensée, il ne propose pas une méthode. Il expose un état, une présence, une qualité d'être qui ne peut pas être transmise au sens habituel. Car transmettre, dans ce cas, ne signifie pas transférer un contenu, mais rendre visible ce qui était déjà là, caché par l'habitude de chercher à l'extérieur. Le livre vide agit comme un miroir sans surface. Il ne reflète pas une image précise, il ne renvoie pas une forme identifiable. Il ne vous montre pas votre visage, mais ce qui précède tout visage. Ce que vous y voyez ne passe pas par la vision. Ce n'est pas une perception sensorielle, c'est une reconnaissance directe, une reconnaissance de ce qui regarde plutôt que de ce qui est regardé. Cette inversion est subtile mais décisive. Habituellement, l'attention est tournée vers les objets, vers ce qui apparaît, vers ce qui peut être nommé. Le regard cherche quelque chose à saisir, à comprendre, à analyser. Mais face à ce livre silencieux, ce mouvement ne trouve rien. Il n'y a rien à attraper, rien à interpréter. Et dans cette absence, le regard peut se retourner, non pas volontairement, mais naturellement par manque d'objet. Ce retournement ne produit pas une nouvelle connaissance, il révèle une présence. Une présence qui n'est pas construite, qui n'est pas acquise, qui n'est pas le résultat d'un effort. Une présence qui était déjà là, mais qui était ignorée parce que toute l'attention était capturée par les formes, les pensées, les mots. Et cette présence ne peut pas être décrite parce qu'elle n'est pas un objet. Elle est ce qui permet à tous les objets d'apparaître. La transmission silencieuse opère précisément à ce niveau. Elle ne vous donne pas quelque chose de nouveau, elle vous retire ce qui empêchait de voir. Elle ne vous ajoute pas une couche de compréhension, elle enlève une couche d'interprétation. Et dans cet enlèvement, quelque chose de fondamental devient évident, non pas comme une idée, mais comme une expérience directe. Ce qui est transmis n'est pas un contenu, mais une qualité d'attention. Une manière d'être présent sans saisir, sans nommer, sans juger. Une présence ouverte, disponible, sans tension. Et cette qualité ne peut pas être imposée, elle ne peut pas être copiée, elle ne peut pas être apprise comme une technique. Elle se reconnaît lorsque les mouvements habituels de l'esprit se calment d'eux-mêmes. Le livre sans mots ne vous enseigne pas comment atteindre cet état. Il vous place dans une situation où cet état peut apparaître. Il crée un espace où les mécanismes habituels ne fonctionnent plus, où les réflexes de compréhension sont suspendus. Et dans cette suspension, une autre dimension devient perceptible, une dimension qui ne dépend pas de l'effort, mais de l'abandon. Abandonner ici ne signifie pas renoncer, mais cesser de contrôler, cesser de vouloir comprendre, de vouloir saisir, de vouloir maîtriser. C'est laisser l'expérience être ce qu'elle est, sans intervention. Et dans ce laisser-être, quelque chose se révèle, une simplicité radicale, une clarté sans contenu, une présence sans forme. Cette présence est ce que le miroir silencieux reflète. Mais ce miroir n'est pas extérieur. Il n'est pas séparé de vous. Il est votre propre capacité de voir sans filtre, votre propre nature avant qu'elle ne soit recouverte par les mots, les concepts, les identifications. Et ce que vous reconnaissez dans ce miroir, ce n'est pas une image de vous-même, mais l'absence d'image. Cette absence n'est pas un vide négatif. Elle n'est pas un manque. Elle est une ouverture totale, une disponibilité infinie, une capacité à accueillir tout ce qui apparaît sans être affecté, une présence qui ne se définit pas, qui ne se limite pas, qui ne se fixe pas. Et cette présence est ce que vous êtes avant toute description.
La transmission silencieuse ne vous dit pas cela. Elle ne formule pas cette vérité. Elle vous place simplement dans une situation où cette vérité peut être reconnue directement, sans passer par le langage, sans passer par la pensée. Et cette reconnaissance est instantanée. Elle ne demande pas de temps, elle ne dépend pas d'un processus. Mais cette instantanéité ne signifie pas qu'elle est facile à stabiliser. Les habitudes de l'esprit sont puissantes. Elles reviennent, elles reconstruisent des images, elles réintroduisent des mots. Elles tentent de saisir ce qui a été vu, de le transformer en connaissance, en concept, en souvenir. Et dans ce mouvement, la fraîcheur de l'expérience se voile à nouveau. Le livre de Dogen ne lutte pas contre ce mouvement, il ne cherche pas à l'empêcher. Il le laisse apparaître et disparaître comme tout le reste. Mais il offre un point de référence silencieux, un rappel constant que ce qui est essentiel ne peut pas être capturé. Et ce rappel n'est pas une idée, c'est une expérience toujours accessible. Chaque fois que l'attention se libère, même brièvement, de la nécessité de comprendre, cette présence redevient évidente. Elle n'a pas besoin d'être recréée, elle n'a pas besoin d'être maintenue. Elle est là, simplement, comme le fond sur lequel tout apparaît. Et cette simplicité est ce que la transmission silencieuse révèle. Ce chapitre ne vous donne pas une méthode pour recevoir cette transmission. Il vous montre que la réception n'est pas une action. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui se produit lorsque vous cessez de faire. Lorsque le mouvement de saisie s'arrête, même un instant, ce qui est déjà là devient visible. Et ce qui devient visible ne peut pas être possédé, il ne peut pas être accumulé, il ne peut pas être stocké. Il ne peut pas être utilisé comme un outil pour atteindre autre chose. Il est une fin en soi, une complétude sans objectif. Une présence qui ne manque de rien, qui ne cherche rien, qui ne devient rien. Cette présence est ce que vous êtes, au-delà des rôles, des identités, des histoires. Et le livre sans mots ne vous demande pas de le croire. Il ne vous demande pas de l'accepter. Il vous invite à le voir directement, sans intermédiaire. Et cette vision ne passe pas par les yeux. Elle passe par une attention ouverte, sans direction. La transmission silencieuse est donc une reconnaissance partagée, mais sans échange. Une rencontre sans dialogue, une compréhension sans mots. Et dans cette rencontre, quelque chose s'aligne. Non pas parce qu'un savoir a été acquis, mais parce qu'une illusion a été vue. Voir l'illusion, ce n'est pas la détruire, c'est simplement ne plus y croire de la même manière. Et cette lucidité transforme la relation à tout ce qui apparaît. Les mots peuvent continuer à être utilisés, les pensées peuvent continuer à surgir, les émotions peuvent continuer à se déployer. Mais quelque chose reste intact, non affecté. Ce quelque chose n'est pas séparé de l'expérience, il en est la base. Il est ce qui permet à tout d'être, sans être limité par ce qui est. Et cette base ne peut pas être décrite, parce qu'elle n'est pas un objet, elle est ce qui rend possible toute description. Le livre vide est un rappel constant de cette base. Il ne vous donne rien à ajouter, il vous invite à voir ce qui ne peut pas être enlevé. Et dans cette vision, une paix apparaît. Non pas une paix fabriquée, mais une absence de conflit, une absence de division entre ce qui est et ce qui est perçu. Cette absence de division est la clé de la transmission silencieuse. Elle ne sépare pas celui qui enseigne et celui qui apprend. Elle ne crée pas une hiérarchie, une distance. Elle révèle une unité déjà présente. Une unité qui ne dépend pas des mots, qui ne dépend pas des concepts, qui ne dépend pas du temps. Et dans cette unité, le besoin de transmission disparaît parce qu'il n'y a plus rien à transmettre. Ce qui est essentiel est déjà là, partagé, évident. Et le livre sans mots n'est qu'un déclencheur, un point d'entrée, un miroir qui ne montre rien et qui révèle tout. Ainsi, ce que vous recevez ici n'est pas un enseignement, mais une invitation silencieuse.
une invitation à voir sans chercher, à être sans définir, à reconnaître sans nommer. Et dans cette reconnaissance, la transmission est complète sans avoir jamais commencé. L'indicible comme seule vérité. Toute parole trace une frontière invisible. Elle choisit, découpe, met en lumière une partie et, dans le même geste, laisse le reste dans l'ombre. Chaque phrase est une sélection, chaque définition est une exclusion. Ainsi, ce qui peut être dit n'est jamais total. Ce n'est jamais la vérité entière, mais une orientation, une approximation, une tentative. Et cette tentative, même sincère, porte en elle une limitation irréductible. La vérité, si elle est totale, ne peut pas être contenue dans une forme partielle. Elle ne peut pas être enfermée dans une suite de mots, aussi précis soient-ils. Elle échappe à toute formulation parce qu'elle n'est pas une chose parmi les choses. Elle est ce qui permet à toutes les choses d'apparaître. Dire quelque chose de la vérité, c'est déjà s'en éloigner. Non pas par erreur, mais par nécessité. Le langage fonctionne par distinction, par opposition, par catégorisation. Il dit ceci et implicitement, pas cela. Il affirme et il exclut. Mais la vérité n'exclut rien. Elle ne choisit pas, elle ne se positionne pas. Elle est antérieure à toute distinction. Elle est ce dans quoi toutes les distinctions surgissent, sans jamais la contenir. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle ne peut pas être dite. Toute tentative de la dire la transforme en objet, en concept, en idée. Et dans cette transformation, elle perd sa nature illimitée. Le livre vide ne ment pas parce qu'il ne dit rien. Il ne prétend pas capturer ce qui ne peut pas l'être. Il ne propose pas une version de la vérité, il ne la réduit pas à une forme. Il se tient en retrait dans une honnêteté radicale. Une honnêteté qui consiste à ne rien affirmer, à ne rien imposer, à ne rien définir. Et dans ce retrait, il révèle quelque chose de fondamental. Il montre que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour être. Elle est déjà là, indépendante de toute formulation. Les autres livres, en disant quelque chose, cachent autre chose, non par intention, mais par structure. Chaque affirmation éclaire un aspect et en obscurcit un autre. Chaque explication met en avant une perspective et en laisse d'autres de côté. Et plus un discours est élaboré, plus il crée une illusion de complétude, une impression que tout a été dit, que tout a été couvert. Mais cette impression est trompeuse. Elle masque le fait que ce qui est le plus essentiel n'a jamais été touché. Ce qui est indicible ne se situe pas à l'extrémité du savoir comme un mystère inaccessible réservé à quelques-uns. Il est au cœur même de l'expérience la plus simple. Il est présent dans chaque perception, dans chaque instant, mais il n'est pas reconnu parce qu'il ne se présente pas sous forme de contenu. Il ne se donne pas comme une information, mais comme une présence. Une présence qui ne peut pas être isolée, qui ne peut pas être observée comme un objet, parce qu'elle est ce qui permet à toute observation d'avoir lieu. Le langage peut pointer vers cette présence, mais il ne peut pas la contenir. Il peut suggérer, évoquer, orienter, mais il ne peut pas remplacer l'expérience directe. Et c'est là que réside sa limite fondamentale. Il peut conduire jusqu'au seuil, mais il ne peut pas franchir la porte. Et cette porte n'est pas un passage vers autre chose, c'est un retournement de l'attention, de l'extérieur vers l'intérieur, du contenu vers le contenant, du dit vers le non-dit. Ce retournement ne peut pas être imposé, il ne peut pas être produit par une volonté. Il se produit lorsque la recherche elle-même s'épuise, lorsque l'accumulation de mots, de concepts, de théories ne suffit plus, lorsque quelque chose en vous reconnaît que ce qui est cherché ne peut pas être trouvé dans ce qui est dit. Et dans cette reconnaissance, un espace s'ouvre, un espace sans contenu, sans direction, sans objectif. Cet espace est souvent perçu comme vide, comme une absence,
Mais ce vide n'est pas un manque, il est une ouverture totale, une disponibilité sans limite, une présence qui n'est pas définie mais qui est pleinement là. Et cette présence est ce que les mots ne peuvent pas atteindre, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est trop proche, trop immédiate, trop évidente. La vérité ne se cache pas, elle se tait. Elle ne se dissimule pas derrière des énigmes, elle se tient en deçà de toute formulation. Elle est ce qui reste lorsque les mots cessent de vouloir capturer. Elle est ce qui apparaît lorsque l'attention cesse de se fixer sur les formes et se détend dans ce qui les contient. Et cette détente n'est pas un effort, c'est un relâchement, un abandon du besoin de saisir. Le livre sans mots ne vous enseigne pas cette vérité. Il vous place dans une situation où cette vérité peut être reconnue. Il ne vous donne pas une réponse, il enlève la question. Il ne vous offre pas une compréhension, il dissout le besoin de comprendre. Et dans cette dissolution, quelque chose devient clair. Non pas comme une idée, mais comme une évidence silencieuse. Cette évidence ne peut pas être partagée par des mots. Elle ne peut pas être transmise comme un savoir. Elle peut être reconnue, mais cette reconnaissance est intime, directe, sans intermédiaire. Et une fois qu'elle est vue, même brièvement, elle transforme la relation au langage. Les mots ne disparaissent pas, mais ils perdent leur prétention à contenir la vérité. Ils deviennent ce qu'ils ont toujours été, des outils, des approximations, des signes. Le danger du langage n'est pas dans son utilisation, mais dans la croyance qu'il peut tout dire. Cette croyance crée une illusion de maîtrise, une impression que la réalité peut être entièrement comprise, entièrement décrite. Et cette illusion empêche de voir ce qui échappe à toute description. Elle enferme l'attention dans un monde de concepts, de représentations, de définitions. Le livre vide brise cette illusion sans la combattre. Il ne critique pas les mots, il les rend transparents. Il montre leurs limites sans les rejeter. Et dans cette transparence, quelque chose d'autre devient visible. Une dimension qui n'est pas opposée aux mots, mais qui les dépasse. Une dimension où le sens n'est pas construit, mais directement perçu. Ce sens direct n'est pas une signification au sens habituel. Il ne peut pas être formulé, il ne peut pas être expliqué. Il est une compréhension sans pensée, une clarté sans concept. Une évidence qui ne passe pas par le raisonnement, mais par une présence attentive. Et cette présence n'est pas quelque chose que vous devez créer. Elle est déjà là, mais elle est souvent recouverte par le flux des pensées. Reconnaître l'indicible comme seule vérité ne signifie pas rejeter tout ce qui peut être dit. Cela signifie voir la place des mots, leurs fonctions, leurs limites. Cela signifie ne plus leur demander ce qu'ils ne peuvent pas donner. Ne plus chercher dans le langage ce qui ne peut être trouvé que dans le silence. Et ce silence n'est pas une absence de mots, mais une absence d'attachement aux mots. Dans ce silence, les mots peuvent apparaître et disparaître sans créer de confusion. Ils sont utilisés, mais ils ne sont pas pris pour la réalité. Ils servent à communiquer, mais ils ne remplacent pas l'expérience. Et cette liberté change tout. Elle permet de naviguer dans le monde des formes sans perdre le contact avec ce qui est au-delà des formes. Le livre de Dogen est un rappel constant de cette vérité. Il ne dit rien, et c'est pour cela qu'il ne trompe pas. Il ne propose pas une version de la réalité, il ne construit pas une théorie. Il laisse tout ouvert, tout disponible, sans orientation imposée. Et dans cette ouverture, la vérité peut être reconnue, non pas comme quelque chose à atteindre, mais comme ce qui est déjà là. Cette reconnaissance n'est pas spectaculaire, elle ne produit pas d'expérience extraordinaire, elle est simple, presque ordinaire. Mais cette simplicité est trompeuse. Elle est si proche de l'expérience quotidienne qu'elle est souvent ignorée. Elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait d'une vérité profonde. Elle ne s'accompagne pas de révélation, de vision, de transformation visible. Et pourtant,
elle transforme tout. Non pas en changeant ce qui apparaît, mais en changeant la relation à ce qui apparaît. Elle enlève la distance créée par les mots, par les concepts, par les interprétations. Elle ramène à une proximité directe, sans intermédiaire. Une proximité où chaque chose est vue telle qu'elle est, sans être recouverte par une idée. L'indicible n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à reconnaître. Et cette reconnaissance ne demande pas un effort, mais une disponibilité. Une ouverture à ce qui est déjà là, sans chercher à le transformer. Une attention qui ne cherche pas à comprendre, mais à être présente. Et dans cette présence, la vérité se révèle sans jamais être dite. Elle se montre sans se formuler. Elle est connue sans être pensée. Et cette connaissance n'est pas une accumulation, mais une évidence. Une évidence qui ne peut pas être prouvée, mais qui ne peut pas non plus être niée. Ainsi, le livre sans mots est le seul livre vrai, non pas parce qu'il contient plus, mais parce qu'il ne prétend rien contenir. Il ne ment pas parce qu'il ne parle pas. Il ne trompe pas parce qu'il ne décrit pas. Il se tient dans un silence qui ne cache rien, parce qu'il ne montre rien. Et dans ce silence, la vérité est pleinement présente, sans avoir jamais été exprimée. Le vide quantique de la connaissance. Une confusion profonde traverse l'esprit humain lorsqu'il rencontre le mot vide. Une inquiétude subtile apparaît, presque instinctive, comme si ce terme annonçait une perte, une absence, une disparition. Pourtant, ce vide dont parlent les sages et que suggère le livre sans mots n'est pas un manque. Il ne retire rien, il ne détruit rien, il ne nie rien. Il ouvre, il révèle une dimension que la pensée ordinaire ne peut pas contenir parce qu'elle fonctionne par accumulation, par remplissage, par addition constante de contenu. Le vide, lui, ne s'ajoute pas. Il précède tout ajout. Il est ce qui permet à tout contenu d'apparaître sans jamais être limité par lui. La connaissance habituelle se construit comme une architecture. Elle empile des idées, des concepts, des références, des explications. Elle crée un édifice impressionnant, solide en apparence, rassurant pour celui qui s'y appuie. Mais cet édifice repose sur une illusion subtile, celle que comprendre, c'est posséder. Que savoir, c'est maîtriser. Que nommer, c'est saisir. Et dans cette dynamique, la connaissance devient un objet que l'on accumule, que l'on protège, que l'on défend. Elle devient une identité, une structure mentale dans laquelle l'individu se reconnaît. Mais cette structure, aussi élaborée soit-elle, ne touche jamais le cœur de ce qu'elle tente de comprendre. Elle tourne autour, elle décrit, elle analyse, elle interprète, mais elle ne pénètre pas. Elle reste à la surface, parce que tout ce qu'elle utilise, les mots, les concepts, les images, appartient au domaine des formes. Et ce que le vide révèle n'est pas une forme, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une idée. C'est un champ sans limite, sans contour, sans définition. Ce champ n'est pas vide au sens ordinaire. Il est plein d'une manière que l'esprit ne peut pas concevoir. Plein de possibilités, plein de potentialités, plein de directions non encore manifestées. Chaque réalité observable, chaque événement, chaque pensée elle-même émerge de ce champ, non pas comme quelque chose de séparé, mais comme une expression temporaire. Une forme qui apparaît, se stabilise un instant, puis disparaît, retournant à cette ouverture originelle. Le livre vide est une représentation silencieuse de ce champ. Il ne montre rien, et pourtant il contient tout ce qui peut être montré. Il ne dit rien, et pourtant toutes les paroles possibles y sont déjà présentes sous forme de potentialité. Le regarder avec un esprit habitué à la forme, c'est ne rien voir. Le regarder avec une attention ouverte, libérée du besoin de contenu,
C'est entrer en contact avec quelque chose d'infiniment plus vaste que n'importe quel savoir accumulé. Habiter ce vide ne signifie pas abandonner toute connaissance. Cela signifie changer radicalement la relation à la connaissance. Elle n'est plus un moyen de se remplir, mais un jeu de formes qui apparaissent et disparaissent dans un espace plus vaste. Elle n'est plus une possession, mais un mouvement. Elle n'est plus une identité, mais un outil temporaire. Et dans ce déplacement, quelque chose de fondamental se transforme. La peur de ne pas savoir disparaît, parce que le vide n'est plus perçu comme une menace. Il devient une source, une origine vivante, dynamique, toujours disponible. Ne pas savoir n'est plus un manque, mais une ouverture, une disponibilité à ce qui peut émerger, une capacité à accueillir sans filtrer immédiatement à travers des concepts préexistants. Ce vide n'est pas passif, il n'est pas une inertie, il est d'une intensité silencieuse, une présence qui ne s'impose pas, mais qui soutient tout ce qui apparaît, une intelligence sans forme, qui ne pense pas, mais qui permet à la pensée d'exister, une clarté qui ne se formule pas, mais qui éclaire toute perception. La connaissance ordinaire cherche à réduire l'incertitude. Elle veut des réponses, des certitudes, des définitions stables. Le vide, lui, ne cherche rien. Il ne stabilise pas, il ne fixe pas, il ne clôt pas. Il laisse tout ouvert. Et cette ouverture peut être vertigineuse pour un esprit habitué à se sécuriser par des repères. Mais elle est aussi profondément libératrice, car dans cette ouverture, rien n'est figé, rien n'est définitivement déterminé. Chaque instant porte en lui une infinité de directions possibles. Chaque situation est vivante, mouvante, indéfinie. Et cette indéfinition n'est pas un problème à résoudre. Elle est la nature même de la réalité. Une réalité qui ne se laisse pas enfermer dans des cadres rigides. Habiter le vide, c'est cesser de vouloir figer ce qui est vivant. C'est accepter que la compréhension ne soit jamais finale, jamais complète. C'est voir que chaque réponse ouvre de nouvelles questions, non pas comme un manque, mais comme une expansion. Une invitation à rester dans un mouvement plutôt que dans une conclusion. Ce mouvement n'est pas chaotique, il est cohérent d'une manière qui dépasse la logique linéaire. Une cohérence fluide, organique, qui ne repose pas sur des règles fixes, mais sur une intelligence implicite. Une intelligence qui n'a pas besoin d'être formulée pour être opérante. Le vide quantique de la connaissance ne peut pas être saisi par l'analyse, parce que l'analyse découpe, isole, fragmente. Et ce vide ne peut pas être fragmenté, il est indivisible. Toute tentative de le comprendre en le séparant en parties le fait disparaître en tant que tel. Il ne peut être approché que par une attention globale, non focalisée, ouverte. Cette attention n'est pas une technique. Elle ne se produit pas par un effort particulier. Elle apparaît lorsque l'effort de comprendre se relâche, lorsque la tension de vouloir saisir se dissout, lorsque l'esprit cesse de courir après des contenus et se repose dans ce qui est déjà là, avant même toute pensée. Dans cet état, la connaissance prend une autre forme. Elle n'est plus accumulée, elle est révélée instantanément. Non pas comme une information, mais comme une évidence. Une évidence qui ne passe pas par un raisonnement, mais par une perception directe, une clarté immédiate, sans intermédiaire. Le livre vide devient alors lisible. Non pas parce que des mots apparaissent, mais parce que le regard change. Ce n'est plus un regard qui cherche du contenu, mais un regard qui reconnaît l'espace dans lequel tout contenu pourrait apparaître. Et cette reconnaissance est en elle-même une forme de connaissance, mais une connaissance sans objet. Cette connaissance sans objet ne peut pas être stockée. Elle ne peut pas être répétée. Elle ne peut pas être enseignée comme un savoir. Elle est toujours fraîche, toujours nouvelle, toujours présente. Elle ne dépend pas du passé, elle ne se projette pas dans le futur. Elle est liée à l'instant, mais pas comme un moment figé, plutôt comme une ouverture permanente.
Le vide n'est pas séparé de la forme, il n'est pas ailleurs, il est la nature même de chaque forme. Chaque pensée émerge de lui, chaque sensation, chaque perception. Et lorsque ces formes disparaissent, il reste inchangé, non pas comme quelque chose qui subsiste, mais comme ce qui a toujours été là, indépendamment de ce qui apparaît. Reconnaître cela transforme la relation au monde. Les objets, les événements, les situations ne sont plus perçus comme des réalités fixes, mais comme des expressions temporaires d'un champ plus vaste. Cette perception ne nie pas la réalité des formes, elle les replace dans un contexte plus large. Un contexte où rien n'est isolé, où tout est relié, non pas par des liens visibles, mais par une origine commune. Le vide quantique de la connaissance n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept à comprendre. C'est une réalité à reconnaître. Une réalité qui ne demande pas d'effort, mais une disponibilité. Une ouverture à ce qui est déjà là, sans chercher à le transformer en objet de connaissance. Et dans cette ouverture, une forme de liberté apparaît. Une liberté qui ne dépend pas de ce que l'on sait, mais de la manière dont on est en relation avec le savoir. Une liberté qui ne consiste pas à accumuler plus, mais à être moins encombré, moins chargé de concepts, moins dépendant de définitions, moins attaché à des certitudes. Le livre vide, silencieux, immobile, contient cette invitation, non pas comme un message, mais comme une présence qui ne dit rien, mais qui montre tout, une présence qui ne s'impose pas, mais qui est toujours disponible pour celui qui cesse de chercher à remplir et commence à habiter. Habiter le vide, c'est reconnaître que la connaissance véritable ne se possède pas, elle se vit. Elle se déploie dans un espace qui ne peut pas être contenu, qui ne peut pas être réduit, qui ne peut pas être nommé. Et dans cet espace, chaque instant devient une révélation silencieuse, chaque perception une ouverture, chaque expérience une expression de ce champ infini qui ne demande rien, mais qui offre tout sans jamais se montrer. L'enseignement qui se donne en se retirant. Une attente silencieuse accompagne souvent toute quête intérieure. Une attente de recevoir quelque chose, d'obtenir une clé, une révélation, un savoir caché qui viendrait enfin éclairer ce qui semblait obscur. Cette attente est rarement formulée clairement, mais elle agit en profondeur. Elle oriente l'attention, elle motive la recherche, elle soutient l'effort. Elle repose sur une idée simple. Quelque chose manque, et cet enseignement va combler ce manque. Pourtant, face à l'enseignement de Dogen, cette attente ne trouve rien à quoi s'accrocher. Rien n'est donné, rien n'est ajouté, rien ne vient remplir ce que l'on croyait vide. Et cette absence n'est pas une défaillance de l'enseignement, elle est son essence même. Ce retrait n'est pas un refus, ce n'est pas une fermeture, c'est une précision absolue, une compréhension profonde que ce qui est cherché ne peut pas être transmis comme un objet, comme une idée, comme un contenu. Toute tentative de donner quelque chose renforcerait l'illusion que la vérité est extérieure, qu'elle peut être acquise, possédée, accumulée. Et cette illusion est précisément ce qui maintient la séparation entre celui qui cherche et ce qui est cherché. Alors l'enseignement ne donne rien. Il enlève. Il retire couche après couche ce qui semble nécessaire jusqu'à ce que ce qui reste ne puisse plus être retiré. Ce processus peut être perçu comme une perte, comme une déconstruction, parfois même comme une violence subtile envers les certitudes accumulées. Mais cette perte n'en est pas une. Elle révèle ce qui n'a jamais dépendu de ce qui est enlevé. Le premier retrait touche l'espoir de comprendre. Cet espoir est souvent considéré comme noble, comme le moteur de la recherche. Pourtant, il contient une tension, une projection vers un futur où quelque chose sera enfin clair. Une idée que la compréhension est un point d'arrivée.
Mais tant que cet espoir est actif, l'attention est orientée vers ce qui n'est pas encore là. Elle ne repose pas dans ce qui est présent. Elle cherche ailleurs, plus loin, plus tard. Lorsque cet espoir est retiré, un vide apparaît, un espace sans direction, sans objectif. Et cet espace peut être inconfortable, car il enlève le mouvement habituel de la recherche. Il n'y a plus rien à atteindre, plus rien à obtenir. Mais dans cet arrêt, quelque chose devient possible. Une perception directe, non médiatisée par une attente. Une présence qui n'est pas orientée vers un résultat. Le second retrait concerne la dépendance aux mots. Les mots structurent la pensée. Ils donnent forme, ils organisent, ils permettent de communiquer. Mais ils créent aussi une distance. Une distance entre l'expérience et sa description, entre ce qui est vécu et ce qui est nommé. Et avec le temps, cette description prend la place de l'expérience elle-même. On ne voit plus directement, on reconnaît, on identifie, on interprète. L'enseignement qui se retire ne détruit pas les mots, mais il les rend transparents. Il enlève la croyance qu'ils peuvent contenir la réalité. Il montre leurs limites sans les condamner. Et dans cette transparence, l'attention cesse de s'appuyer sur eux. Elle devient plus directe, plus ouverte, moins filtrée. Elle ne cherche plus à traduire chaque expérience en concept. Elle laisse l'expérience être ce qu'elle est, sans la réduire. Ce retrait peut créer une sensation de perte de repère. Les structures habituelles ne tiennent plus avec la même solidité. Les définitions deviennent floues. Les certitudes se fissurent. Mais ce flou n'est pas une confusion. C'est une ouverture. Une libération des cadres rigides qui enfermaient la perception. Et dans cette ouverture, une clarté différente apparaît. Une clarté qui ne dépend pas de définitions précises, mais d'une présence attentive. Le retrait le plus profond touche le chercheur lui-même. Non pas la personne en tant qu'individu fonctionnel, mais l'identité construite autour de la recherche. Celui qui veut comprendre, celui qui veut atteindre, celui qui veut devenir. Cette figure est au centre de toute quête. Elle se nourrit de chaque progrès, de chaque découverte, de chaque difficulté surmontée. Elle se renforce à travers le chemin lui-même. Mais cette figure repose sur une séparation fondamentale, celle entre un moi et quelque chose à atteindre. Et tant que cette séparation est active, la quête ne peut jamais se terminer. Car chaque étape renforce celui qui cherche, et donc maintient la distance. L'enseignement qui se retire ne nourrit pas cette figure. Il ne lui donne pas de nouvelles identités, de nouveaux rôles, de nouvelles compréhensions. Il la laisse s'épuiser. Cet épuisement n'est pas une défaite, c'est une dissolution. Une disparition progressive de la tension qui soutenait la recherche. Et lorsque cette tension disparaît, quelque chose reste. Quelque chose qui n'est pas le résultat d'un effort, qui n'est pas le fruit d'une progression, mais qui était déjà là avant même que la recherche ne commence. Ce qui reste ne peut pas être nommé sans être réduit, mais il peut être reconnu, non pas comme un objet, mais comme une évidence. Une présence sans centre, sans limite, sans forme définie. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas d'une compréhension particulière, qui ne dépend pas d'un état mental spécifique. Cette paix n'est pas une émotion. Elle n'est pas un sentiment qui apparaît et disparaît. Elle est plus fondamentale. Elle est ce qui reste lorsque les mouvements de la pensée se calment, lorsque les identifications se relâchent, lorsque la recherche cesse. Elle est silencieuse, stable, sans effort. Elle n'a pas besoin d'être maintenue parce qu'elle n'est pas produite. L'enseignement qui se donne en se retirant ne conduit pas à cette paix comme un objectif. Il enlève ce qui empêche de la reconnaître. Il ne crée pas quelque chose de nouveau. Il révèle ce qui était déjà présent. Et cette révélation n'est pas spectaculaire. Elle ne s'accompagne pas nécessairement d'expériences intenses. Elle est simple, directe, presque évidente.
cette simplicité peut être déroutante. Elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait d'une réalisation profonde. Elle ne confirme pas les attentes accumulées. Elle ne valide pas l'effort fourni. Elle ne donne pas de statut particulier. Et pourtant, elle est suffisante, complète. Rien n'a besoin d'être ajouté. Le paradoxe de cet enseignement est qu'il ne peut pas être compris tant qu'il est abordé comme un savoir à acquérir. Il ne peut être reconnu que lorsque cette approche se relâche, lorsque l'on cesse de vouloir en tirer quelque chose, lorsque l'on accepte de ne rien recevoir. Et dans cette acceptation, le retrait devient une révélation. Ce retrait est une forme de générosité radicale, non pas parce qu'il donne beaucoup, mais parce qu'il ne retient rien. Il ne manipule pas, il ne guide pas vers un résultat précis, il ne crée pas de dépendance. Il laisse totalement libre, libre de continuer à chercher, libre de s'arrêter, libre de voir ou de ne pas voir. Et cette liberté est essentielle, car ce qui est révélé ne peut pas être imposé. Il ne peut pas être transmis de manière autoritaire. Il ne peut pas être donné comme une vérité extérieure. Il doit être reconnu de l'intérieur, sans contrainte, sans obligation. Et pour cela, l'enseignement doit se retirer. Il doit laisser l'espace nécessaire pour que cette reconnaissance ait lieu. Le livre sans mots est l'expression parfaite de ce retrait. Il ne dit rien, il ne guide pas, il ne propose pas de méthode. Il est totalement ouvert. Et cette ouverture peut être déroutante parce qu'elle ne donne aucun appui. Mais elle est aussi profondément honnête. Elle ne prétend pas conduire quelque part. Elle ne prétend pas transformer. Elle se contente d'être. Et dans cette simplicité, quelque chose peut être vu. Non pas à travers une analyse, non pas à travers une interprétation, mais dans une présence directe. Une présence qui ne cherche rien, qui ne retient rien, qui ne rejette rien. Une présence qui est déjà complète, déjà entière. Ce qui reste lorsque tout est enlevé n'est pas un vide au sens d'un manque. C'est une plénitude sans forme, une ouverture infinie, une paix qui ne dépend de rien. Et cette paix n'est pas quelque chose à atteindre. Elle est ce que l'on est, avant même toute tentative de devenir. L'enseignement qui se donne en se retirant ne vous conduit pas à cette paix. Il vous enlève ce qui vous en détourne. Il ne vous donne rien, parce qu'il n'y a rien à donner. Et dans ce rien, tout est déjà là. Votre propre livre sans mots. Un geste simple clôt la transmission. Dogen referme le livre et le tend. Aucun commentaire, aucune explication, aucun regard insistant pour s'assurer que quelque chose a été compris. Le geste ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à guider, il déplace. Il déplace le centre de gravité de toute la recherche. Ce qui était perçu comme un objet extérieur, porteur d'un secret, devient soudainement une responsabilité intime. Le livre n'est plus à interpréter, il est à recevoir. Et recevoir, ici, ne signifie pas prendre. Cela signifie reconnaître que ce qui est offert ne peut pas être séparé de celui qui le reçoit. Le moment où le livre change de main n'est pas un simple passage matériel, c'est une rupture silencieuse, une bascule invisible où toute dépendance à une autorité extérieure se dissout. Tant que le livre était dans les mains du maître, une distance existait. Une distance nourrie par l'idée que quelque chose lui appartenait, quelque chose qu'il pouvait transmettre ou retenir. Mais lorsque le livre est donné, cette distance disparaît. Il n'y a plus de médiation, plus d'intermédiaire, plus de garant. Ce qui reste, c'est une rencontre directe, sans filtre, sans protection. Ouvrir ce livre ne demande aucun savoir particulier, aucune préparation, aucun rituel. Pourtant, ce geste simple contient une profondeur vertigineuse. Car ce qui est attendu implicitement, c'est que quelque chose apparaisse. Un signe, une indication,
une trace qui confirmerait que ce livre contient effectivement quelque chose. Et lorsque rien n'apparaît, une tension subtile se manifeste, une hésitation, une question muette. Est-ce que quelque chose manque ou est-ce que quelque chose échappe? Cette hésitation est le seuil, le point de bascule entre deux manières de voir. La première cherche encore un contenu. Elle espère que le vide est provisoire, qu'un sens caché va se révéler, qu'une clé va apparaître. La seconde, plus silencieuse, commence à reconnaître que ce vide n'est pas un manque, mais une invitation. Une invitation à regarder autrement. Non plus ce qui est dans le livre, mais ce qui regarde le livre. Ce retournement est subtil. Il ne se produit pas comme une décision volontaire. Il émerge lorsque la recherche de contenu s'épuise, lorsque l'attente d'une réponse se dissout d'elle-même. Et dans cet instant, quelque chose devient étrangement évident. Le livre n'est pas vide. Ce qui était cherché n'était pas à l'intérieur. Il était déjà présent, mais ignoré, parce que l'attention était orientée ailleurs. Ce qui regarde le livre n'a pas de forme. Il ne peut pas être localisé. Il ne peut pas être défini. Pourtant, il est indéniablement là. Il est ce qui perçoit, ce qui observe, ce qui est conscient de l'absence de contenu. Et cette conscience, silencieuse, ouverte, sans contour, est le véritable texte du livre. Non pas un texte à lire, mais une présence à reconnaître. Le livre sans mots ne devient pleinement vivant que lorsqu'il est reconnu comme un miroir. Non pas un miroir qui reflète des formes, mais un miroir qui révèle la nature de celui qui regarde. Et ce qui est révélé ne peut pas être décrit sans être trahi, car toute description le transforme en objet, en chose parmi les choses. Alors que ce qui est vu ici n'est pas une chose. C'est la condition même de toute apparition. Tenir ce livre entre ses mains, c'est être placé face à une évidence radicale. Rien ne vous est donné, parce que rien ne vous manque. Rien ne vous est enseigné, parce que ce qui est à reconnaître ne peut pas être appris. Rien ne vous est transmis, parce que ce qui est là n'a jamais été absent. Cette absence de transmission n'est pas un vide au sens d'une privation. Elle est une plénitude qui ne dépend d'aucune acquisition. Cette plénitude ne s'impose pas. Elle ne se manifeste pas comme une expérience spectaculaire. Elle est discrète, presque invisible pour un esprit habitué à chercher des signes, des preuves, des changements notables. Elle est simplement là, comme une présence silencieuse qui n'a jamais commencé et qui ne finit pas. Une présence qui ne se modifie pas, même lorsque les pensées apparaissent, même lorsque les émotions surgissent, même lorsque les perceptions changent. Le livre sans mots devient alors une reconnaissance constante, non pas une compréhension intellectuelle, mais une familiarité directe, une évidence qui ne dépend pas d'un effort pour être maintenue, une clarté qui n'a pas besoin d'être répétée, parce qu'elle ne disparaît jamais vraiment. Elle peut être ignorée, recouverte, oubliée, mais elle ne cesse pas d'être là. Être le livre, ce n'est pas devenir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas atteindre un état particulier. C'est reconnaître ce qui a toujours été présent avant toute tentative de devenir. C'est voir que toute l'histoire personnelle, toutes les expériences, toutes les pensées apparaissent dans un espace qui n'est jamais affecté par elles. Un espace qui ne se modifie pas, qui ne se fragmente pas, qui ne se perd pas. Cet espace n'est pas séparé du monde, il n'est pas ailleurs, il est la nature même de chaque expérience. Chaque son, chaque image, chaque sensation apparaît en lui, sans jamais le limiter. Et même lorsque l'attention se fixe sur un objet particulier, cet espace ne disparaît pas, il reste silencieux, ouvert, disponible. Le livre sans mots ne demande pas d'être compris. Il demande d'être reconnu. Et cette reconnaissance ne peut pas être forcée.
Elle ne peut pas être produite par une volonté. Elle se produit lorsque la volonté elle-même se relâche, lorsque l'effort de comprendre cesse, lorsque la recherche d'un résultat s'éteint. Et dans cet apaisement, quelque chose devient clair. Cette clarté n'est pas une réponse. Elle n'explique rien. Elle ne résout aucun problème au sens habituel. Elle ne donne pas de direction particulière. Elle est simplement une présence qui éclaire tout ce qui apparaît, sans se confondre avec ce qui apparaît. Une lumière sans source, sans objet, sans limite. Le livre devient alors inutile au sens le plus noble, non pas parce qu'il ne sert à rien, mais parce qu'il a accompli ce qu'il pouvait accomplir. Il a pointé sans jamais nommer. Il a montré sans jamais définir. Et maintenant, il peut être refermé sans que rien ne soit perdu, car ce qui a été reconnu ne dépend pas de lui. Cette inutilité est une libération. Elle enlève toute dépendance. Elle enlève toute nécessité de revenir, de vérifier, de confirmer. Elle laisse une autonomie totale, une liberté qui ne dépend d'aucun support, d'aucune pratique, d'aucune répétition. Une liberté qui ne peut pas être perdue, parce qu'elle n'a jamais été acquise. Le livre sans mots, une fois reconnu, disparaît en tant qu'objet significatif. Il redevient ce qu'il a toujours été, un simple support, une apparence. Et ce qui reste est infiniment plus vaste. Non pas quelque chose à posséder, mais quelque chose à être. Une présence qui ne peut pas être séparée de celui qui la reconnaît. Ce soir, ce livre est entre vos mains. Non pas comme un objet extérieur, mais comme une invitation silencieuse. Une invitation à cesser de chercher ailleurs, à cesser d'attendre quelque chose de plus, à cesser de croire que la vérité est cachée, distante, inaccessible. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans un contenu. Elle n'est pas dans une forme. Elle est dans ce qui est là, maintenant, avant même que les mots apparaissent, avant même que la pensée ne formule une question, avant même que le regard ne se fixe sur un objet. Elle est cette présence simple, ouverte, sans nom, qui permet à tout d'exister sans jamais être affecté. Vous êtes ce livre, non pas symboliquement, mais littéralement. Non pas comme une idée, mais comme une réalité directe. Ce qui est cherché à travers les mots, les enseignements, les expériences est déjà là, en tant que ce qui cherche. Et lorsque cela est vu, même brièvement, quelque chose se relâche. Ce relâchement n'est pas une fin, il n'est pas un accomplissement. Il est une reconnaissance continue, sans effort. Une manière d'être qui ne dépend pas de circonstances particulières. Une stabilité qui ne s'oppose pas au changement, mais qui le contient. Le livre peut être fermé. Les mots peuvent s'arrêter. La recherche peut se dissoudre. Et ce qui reste n'a jamais eu besoin de tout cela pour être. C'est là, silencieux, ouvert, complet. Et cela n'a jamais quitté ce que vous êtes. Le livre sans mots de Dogen n'est pas un mystère à résoudre. C'est une invitation à cesser de résoudre. Depuis le début, les mots vous ont guidé, ils ont ouvert des portes, ils vous ont conduit jusqu'à ce seuil invisible. Mais à partir d'ici, ils ne peuvent plus aller plus loin, non pas parce qu'ils échouent, mais parce que ce qui est à reconnaître ne peut pas être contenu dans une phrase. La vérité n'est pas au bout des mots, elle est dans le silence qui les suit, dans cet espace nu où rien n'est dit et où pourtant tout est présent. Ce soir, en vous approchant du sommeil, laissez doucement tomber ce que vous avez accumulé. Laissez tomber les explications, les interprétations, les tentatives de comprendre. Laissez tomber les livres, même les plus profonds. Laissez tomber les mots, même les plus justes. Laissez tomber la quête elle-même, cette tension subtile qui vous pousse à chercher encore. Il n'y a rien à atteindre, rien à saisir, rien à devenir. Reposez-vous simplement dans ce qui est déjà là, avant même toute pensée, avant même toute recherche.
ce silence que vous entendez entre deux idées, cette présence tranquille qui ne demande rien, qui ne manque de rien. Le livre vide vous attend, non pas devant vous, mais en vous. Il ne s'ouvre pas avec les yeux, il se reconnaît dans l'abandon. Bonne nuit. Que votre silence soit votre seule lecture, et que dans ce silence, vous retrouviez ce qui n'a jamais quitté votre être.